Bonsoir et bienvenue dans Hightech. Merci de nous accueillir dans votre intérieur. Savez-vous que le nouveau hashtag en vogue est le hashtag Sénégalité? Non? Eh bien, je vous amène à la découverte de ce hashtag. Et sous ce couvert, nous allons aussi découvrir un blog qui s'appelle World of NK. World of NK est un blog où on parle de tous les sujets tabous. Découverte. Je pense franchement qu'il était temps en fait. Je pense qu'il était temps. Je pense que Facebook a même pris trop de temps pour arriver dans les marchés, dans le marché africain. Et je pense que la plupart des entreprises font la même, bon, je vais dire erreur entre guillemets, parce qu'ils prennent, l'Afrique est toujours en dernier quand il s'agit d'implantation dans le marché, etc. Donc quand ils viennent, ils se rendent compte qu'il y a effectivement beaucoup de potentiel. Donc je dis qu'il était temps. Et franchement, j'espère que ça va ouvrir beaucoup d'opportunités pour tous les créateurs de contenu dans tous les domaines, ceux qui sont dans le e-commerce, etc. Dans mon blog, que j'appelle, je parle des Sénégalités. Et les Sénégalités, c'est tout ce qui a trait au Sénégal, mais qui est un peu insolite ou bien un peu tabou, un peu. Donc j'essaie de voir comment parler de certains sujets tabous d'une manière assez sympathique, un peu drôle, un peu sarcastique, pour que ça passe mieux. Et pour que les gens se mettent à l'aise par rapport à certains sujets qu'on doit aborder en fait. Il y a des contributions le jeudi qui permettent à beaucoup de personnes de parler de leurs problèmes notamment. Et juste d'avoir une plateforme pour partager sans que personne ne te juge en fait. Parce que j'ai remarqué, et je suis d'ailleurs très fière, des types de commentaires que je reçois au niveau du blog sont des personnes, je vais dire 99,9%, c'est des personnes gentilles qui comprennent, qui ne jugent pas et qui essaient d'apporter des solutions. Et franchement, ça me fait plaisir et ça m'encourage à aller de l'avant. Alors, pour l'instant, j'ai créé à côté un site de vente en ligne de produits capillaires qui s'appelle Balik Secret. Balik, c'est parce que je suis sérère et ça veut dire noirceur en sérère. Donc, à côté de ça encore, je suis en train d'essayer de développer, de diversifier mon contenu en fait. Donc là, je fais qu'écrire. Je vais essayer d'écrire plus, de rajouter des rubriques par rapport à ce que les gens veulent voir. Et je vais essayer de faire des vidéos également. Mais je suis en train de voir comment faire. Parce que ce que j'ai un peu appris sur le tas, c'est vraiment pas mon domaine. J'ai un background de sciences économiques, rien à voir. Donc j'essaie d'apprendre comment on fait. Et puisque je suis un peu perfectionniste, je vais faire une vidéo, je vais dire non, c'est pas bien fait. Donc il faut que j'apprenne déjà, ou bien de m'entourer en tout cas de personnes qui vont pouvoir m'aider. Les structures éditrices de logiciels commencent à foisonner au Sénégal. Nous allons aller donc à la découverte de l'une d'entre elles, FinTech, qui est ainsi nommée. Monsieur Diop va nous en parler. Nous sommes une structure éditrice de logiciels, une structure basée au Sénégal. On est partenaire SAP, on est dans SAP B1, on est aussi des partenaires IBM et des partenaires de FlexCube. Nous sommes vraiment orientés vers les métiers bancaires. C'est pourquoi lorsque vous regardez, on n'a que des références, beaucoup de références en banque. Nous sommes les représentants aussi de Sopra. C'est la structure éditrice de Delta. Donc nous sommes un cabinet de conseil aussi. On a développé un logiciel, c'est un produit purement orienté vers la microfinance. Et ce produit permet la création, la gestion de la caisse, la gestion des référentiels, etc. Tout ce qui est client, de l'entrée, le cycle de vie d'un client, d'une structure bancaire ou de microfinance peut être géré avec des états vraiment aboutis, reporting. On a un département de télécom. Tout ce qui est boucle locale radio, Ubiquiti, Altaï, on est dessus. Actuellement, on ne peut pas se développer sans le numérique. Lorsque vous voyez, maintenant, on n'a pas besoin de se déplacer avec de l'argent. On peut tout faire avec le numérique. Donc, le numérique, c'est le futur. Il faut savoir anticiper, il faut avoir plus de visibilité, mais aussi il faut être à l'écoute de la concurrence. Et on apprend, on va essayer de grandir et capitaliser l'expérience qu'on a eue, qu'on aura durant ces 2 jours. Depuis un certain temps, vous avez certainement dû remarquer les vues magnifiques que l'on a dans les téléfilms ou encore dans les clips qui sont en train d'être passés à la TV. Tout ça, c'est grâce aux caméras drones. Qu'est-ce qu'une caméra drone? Et aussi,
Est-ce que l'utilisation des caméras drones est réglementée au Sénégal? Nous allons partir dans un reportage à la découverte des caméras drones. Qui n'a pas vu cet appareil volant? Une caméra devant le plateau de Malick Thiandoum lors du combat Jordan Sathies. Et Lamine Samba qui affirme que ces caméras volantes sont la propriété de sa chaîne de télé. Oh oui, c'est dans cet antagonisme que le commandant sénégalais a découvert les drones. Cette nouvelle génération de caméras low budget, comprenez, petit budget, pas cher. Déjà bien connu en Occident pour ses prouesses en prise de vue aérienne. Drone, c'est leur nom, ce qui lui donne une connotation militaire. Les drones américains qui bombardent en Afghanistan des cibles précises sans pilote a peut-être attiré l'attention de l'autorité militaire pour sortir une interdiction sur les territoires nationaux. Qu'en pensent les Sénégalais d'abord? sama xalaat ni ñu koy def émission te yaakaar naa ne loolu dafay tax maanaam Sénégal xam lu bari ci niveau technologie. Je pense que c'est une belle innovation. C'est une belle innovation dans la mesure où c'est l'avancement de la technologie. Mais en fait, c'est quoi un drone? Et plus précisément des drones caméras? Le drone est un appareil capable de voler sans pilote embarqué. Télécommandé, radiocommandé, qu'on peut piloter à distance. Caméra bi naaw parce que on l'a créé là où les caméras classiques mënuñu fa accéder. Soit pour prendre des images, comme dans notre cas, ou bien pour d'autres fins, comme pour l'utilisation militaire. Un drone est un quadri-hélice qui peut être très utile, déjà utilisé en France pour la livraison de pizzas ou de marchandises achetées sur le net. Toutefois, ses capacités à filmer des plans aériens avec des nouvelles caméras comme la GoPro a permis de la rendre très populaire. Qu'est-ce qui fait que les drones caméras sont très prisés en ce moment? Les drones sont très prisés actuellement, car comme Internet à l'époque, c'était réservé à l'usage militaire. C'est en train de se démocratiser dans le milieu civil. Les constructeurs de drones créent et vendent des drones civils de plus en plus performants et à des prix de plus en plus attractifs. Actuellement, nous pouvons trouver des drones à partir de, disons, $400 jusqu'à peut-être 15 000 ou 20 000 $. Donc c'est vraiment accessible. À partir de 400 000 francs ou 300 000 francs, on peut disposer d'un drone. Contrairement à la location de l'hélicoptère, je pense si mes souvenirs sont exacts, c'était 400 000 francs l'heure. Surtout par rapport à ce vue aérienne. On a loué hélico ou un appareil volant. Alors que il y a une accessibilité par rapport à ce Nous l'avons utilisé pour la première fois dans la production de la série Tundu Wundu. Donc cela a permis aux Sénégalais, aux gens de pouvoir avoir un contenu quand même avec beaucoup de vues aériennes, ce qui a permis de booster un peu la qualité de la production. Les drones apportent aussi une vraie valeur ajoutée dans la créativité audiovisuelle, car ce qui nécessitait de grands moyens, par exemple là on utilisait des hélicoptères pour faire certaines prises de vue. Donc on peut remplacer ces prises de vue-là, des drones peuvent le faire maintenant. Avant, on n'avait pas l'opportunité de pouvoir avoir des vues aériennes, par exemple, sur nos productions. Mais maintenant, avec la facilité et l'accessibilité des drones, cela nous permet de pouvoir intégrer des images aériennes, des trucs qu'on ne pourrait pas faire auparavant, ou bien il fallait louer un hélicoptère avec un budget conséquent. Donc c'est ce qui fait que tout le monde se met au drone parce que c'est devenu accessible. Le drone est à un niveau de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, alors que l'hélico parce que ça crée des dégâts. Et par rapport à son utilisation également, c'est devenu très simple. Avec une caméra, le contrôle se durcit. Pour la loi française, si le drone est muni de moyens de filmer ou de prendre des clichés, la réglementation se fait plus stricte. La loi n'opère pas de distinction entre usage personnel et professionnel.
et précise qu'en fonction de la zone survolée, des autorisations préfectorales doivent être demandées. C'est par exemple le cas pour des vols se déroulant en agglomération ou à proximité de personnes ou d'animaux, en vue directe et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du pilote. Au Sénégal, la plupart des producteurs de films ou de clips, voire même d'émissions télévisées, n'ont pas en général les moyens de louer un hélicoptère pour des prises aériennes. Alors, l'État ne devrait-il pas prendre en compte cet état de fait et encadrer l'utilisation? En effet, l'État devrait rendre accessibles les drones et non en interdire tout simplement l'utilisation, comme cela se fait aussi ailleurs. Je pense que l'État, normalement, doit quand même contrôler l'utilisation des drones comme dans tous les autres pays. Dans les autres pays, par exemple, quand tu achètes un drone, tu es obligé de l'acheter avec une licence pour pouvoir l'utiliser. L'État peut utiliser mais professionnellement. Parce que le drone, ce n'est pas n'importe qui qui peut utiliser. Parce que nous avons parce que mën nga ko jël dem espionner kër jàmbur nga espionner jàmbur alors que kooku du ci xam dara parce que nga gis appareil buy naaw nga xamul ni mi ngi koy filmer alors que fi mi ngi koy filmer. Il est clair qu'il faudra réguler donc leur utilisation avec des lois claires et précises, mais une interdiction pure et simple amènerait à limiter le champ de vision et de création audiovisuelle sénégalaise. Il y a des problèmes de vie privée, de confidentialité et de sécurité qui peuvent se poser. Mais par rapport aux professionnels qui l'utilisent effectivement pour faire un boulot, je pense qu'ils doivent nous donner des licences ou bien des permis pour pouvoir l'utiliser dans nos productions. Même au niveau international, la question reste entière, puisqu'aucune législation globale ne qualifie la pratique. Il existe donc un vide juridique sur cette question. C'est la démocratisation des outils technologiques qui a permis à l'Afrique de résorber un certain gap dans le domaine des NTIC. Nos États aideraient à faciliter l'accès de cette nouvelle technologie, jusqu'ici réservée à une élite qui possède les gros moyens. La production audiovisuelle en Afrique, où en est-elle? On en parle aujourd'hui avec Basile qui reçoit M. Condé, directeur général de Trace Afrique. Omar, bonjour. Bonjour, Basile. Alors, quand on parle de Trace, on parle automatiquement, on n'a pas parlé, mais notre esprit nous dirige vers tout ce qui est vidéo. Aujourd'hui, en Afrique, on voit que le terme audiovisuel commence à prendre de l'ampleur. Vous, en tant qu'homme de médias, si je peux le dire ainsi, ou bien un homme qui est dans le milieu, quelle est votre vision par rapport à cette production audiovisuelle africaine? Écoutez, la production audiovisuelle africaine ne peut pas être globalisée parce qu'elle n'est pas homogène. Il y a des zones en Afrique où la production audiovisuelle est beaucoup plus avancée que d'autres. L'audiovisuel devient plus accessible. Ceux qui le pratiquent deviennent plus imaginatifs et ceux qui le consomment en sont d'autant plus ravis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est important pour l'Afrique en quelque sorte de faire la différence de ces contenus, c'est-à-dire la promotion des contenus au niveau local? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une importance avec le numérique qui est là? Oui, enfin, le numérique, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une opportunité. C'est un facilitateur, c'est ce que les anglophones appellent un enabler. Ça vous permet de pratiquer une activité avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité. Ça lève les contraintes en fait, tant dans la production que dans la consommation. Avec la venue du numérique, est-ce que aussi la production n'est pas trop chère, c'est-à-dire le matériel, est-ce que c'est pas... Non, si vous étiez à l'époque du grand cinéma en 35 mm où il fallait des équipes de 40 personnes, de la pellicule, des émissions de jour et de nuit, alors aujourd'hui nous avons des boîtiers numériques, nous avons nos téléphones portables, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, il y a beaucoup, parlant de musique, il y a beaucoup de clips vidéo qui se tournent à partir de smartphones. Qui filment en 4K quand même. Qui filment en 4K, mais avec une facilité de production qui est vraiment impressionnante. Exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique est vraiment entrée dans
ce qu'on appelle cette numérisation, cette digitalisation des contenus par rapport aux autres pays? Oui, bien sûr. Enfin, l'Afrique a tous les atouts dont disposent les autres pays. Hein? Après, on peut nuancer sur certains aspects qualitatifs, notamment sur les réseaux, la qualité des terminaux, etc. C'est un autre débat. Mais les Africains ont l'Internet, Oui. ils ont des smartphones, ils ont accès à des caméras numériques, à des appareils photo numériques, et ils sont technophiles. Moi, je suis étonné à quel point les Africains se sont appropriés la technologie. Sur les appareils sur les terminaux, maintenant, il y a des petites applications de montage, etc. Ma fille, qui a 16 ans, monte des vidéos d'une qualité exceptionnelle. Alors, parlant de ces vidéos aussi, on a remarqué qu'il y a cette nouvelle génération, quand on parle de votre fille, cette nouvelle génération Y, là, qui est là en train de chaque fois être sur Internet, vidéo de gauche à droite. À ce moment, il y a l'industrie de l'audiovisuel qui génère de l'argent et il y a de petits youtubeurs, comme on les appelle. Est-ce que cet aspect participe aussi à ce qu'on appelle l'émergence de l'Afrique? Est-ce que ça peut faire vivre des gens africains? Je pense qu'à moyen long terme, il y a déjà des Africains qui gagnent pas mal leur vie avec leur chaîne YouTube, etc. Parce qu'il y a vraiment des vidéos qui font du buzz. Notamment en Afrique anglophone d'ailleurs. Vous n'êtes pas basé au Sénégal dans le cadre de votre travail. On a vu qu'au Sénégal, on fait beaucoup de productions maintenant, les séries ont émergé. Est-ce que la qualité se trouve dans ces séries-là? Qu'est-ce qui manque au niveau de la production au Sénégal selon vous? Bon, aujourd'hui, je ne porte pas un regard super critique. Il y a des séries de référence. Je parle notamment de Un café avec, où il y a vraiment, vous voyez, ce soin sur... Bien travaillé, quoi. Oui, côté voilà. Il y a du costume, il y a du décor, il y a... dans la réalisation... Mais souvent aussi, les gens ont dit que ça ressemble un peu à une... Ça ne ressemble pas à un truc sénégalais, quoi. Oui, voilà. C'est au niveau international. Et c'est pour ça que c'est le problème que nous avons. Voilà. Est-ce qu'il faut faire quelque chose au niveau local, carrément local, ou il faut voir à l'extérieur? Je pense que sur la qualité, la qualité n'a pas de nationalité. Elle n'a pas de... Ça, c'est important. Voilà, la qualité, elle est universelle. Il faut faire du travail soigné. Maintenant, il y a une dimension culturelle. Quand vous tournez une série sénégalaise et que, vous êtes toujours plus dans des villas, dans de beaux jardins, dans des hôtels, etc. Ce n'est pas la réalité du quotidien du Sénégalais moyen et de la masse qui regarde ces séries. Certes, on essaie de faire rêver tout le monde, mais ça ne tient pas qu'à des Est-ce que ce n'est pas l'erreur en général des réalisateurs, des producteurs? Oui, après, vous voyez, chacun a son intention. Il ne faut pas se tromper de message. Voilà. Merci Omar Kandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Christ Afrique de l'Ouest. Ce sera beaucoup plus clair. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement. Dans le numéro précédent, nous vous avions donné des conseils concernant le PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils concernant le Prezi. Qu'est-ce que le Prezi? Est-ce une version update du PowerPoint? Nous allons le savoir tout de suite. Prezi n'est pas la version update de PowerPoint. Nous allons faire comprendre aujourd'hui c'est quoi exactement Prezi. Pour le lancer, il suffit juste d'aller sur le site www.prezi.com. Une fois que vous êtes en ligne, ou bien le logiciel Prezi déjà installé sur votre ordinateur, il se présente comme suit. Ici, vous pouvez découvrir comment créer une formidable présentation. Quand vous allez à Nouvelle présentation, vous pouvez choisir votre modèle qui vous convient. Et si aucun de ces modèles ne vous convient, vous pouvez commencer depuis un Prezi vierge. Ici en bas, nous avons la page vierge. Vous avez le menu de l'onglet à droite. Il y a le plus pour pouvoir zoomer et le moins pour dézoomer. Nous avons aussi le menu de la maison pour avoir une vue globale. Pour pouvoir créer des diapos, il suffit juste de choisir si nous voulons qu'il soit des crochets. Il suffit de cliquer sur le plus. Ou bien si nous voulons
que les diapos soient des cercles, il suffit aussi de cliquer sur le plus et nous pouvons, une fois à l'intérieur, le déplacer et de créer aussi d'autres types de présentations. Nous pouvons conclure en disant que les présentations peuvent être en forme de crochet, en forme de cercle, en forme rectangle. Il peut même être invisible et dans ce cas, nous n'aurons pas à le délimiter. Pour ajouter du texte, il suffit juste de cliquer à l'intérieur et écrire un titre ou bien un sous-titre que nous voulons présenter. Pour insérer des images sur Prezi, il suffit juste d'aller sur le menu Insérer, choisir Images pour importer des images ou bien choisir Symboles pour mettre des symboles et on peut même insérer des vidéos via YouTube. Vous pouvez aussi importer des textes que vous aviez sur PowerPoint et venir les coller sur votre page que vous aviez sur Prezi. Et maintenant, nous pouvons sauvegarder notre fichier ou bien le partager sur un autre ordi où nous avons le logiciel Prezi, le présenter à distance, le partager sur Facebook, le télécharger en PDF et même le télécharger comme Prezi portable pour l'avoir sur notre téléphone portable. Voilà, j'espère que vous avez bien compris maintenant c'est quoi Prezi. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Merci et à la prochaine, Inch'Allah. Les tatouages, c'est in et c'est en vogue. Alors, imaginez des tatouages esthétiques mais aussi fonctionnels. Je vous explique. L'idée de départ est de créer des tatouages temporaires électroniques qui permettent aussi de communiquer. Vous ne me croyez pas? Découverte. Et si les tatouages n'étaient pas uniquement esthétiques mais aussi fonctionnels, c'est l'idée portée par le concept du DioSkin sur lequel ont conjointement planché Microsoft Research et le MIT, Massachusetts of Technology. L'idée de départ est assez simple, créer des tatouages électroniques temporaires capables de se muer en interface de communication. L'électronique est connectée par l'intermédiaire de câbles très fins incorporés dans le tatouage. Dans les applications envisageables, l'équipe de Microsoft Research et du MIT évoque les biais électroniques qui pourraient être enregistrés dans le tatouage et lus à l'entrée d'un cinéma ou d'une salle de concert ou encore la possibilité d'accomplir des paiements électroniques. Dans l'innovation technologique, l'Afrique n'est pas en reste, je vous rassure. Imaginez une imprimante 3D faite avec des déchets électroniques. Oui, c'est un jeune Africain qui en est l'auteur. Kodjo Afatenikou, un Togolais, malgré de maigres ressources, a pu fabriquer une imprimante 3D. La particularité de son invention réside dans le fait que l'imprimante a été fabriquée en utilisant des déchets électroniques, probablement la première imprimante 3D de ce genre. Ce faisant, l'entrepreneur a non seulement trouvé un moyen moins coûteux pour utiliser une technologie dispendieuse, mais il a également trouvé un moyen pour récupérer les déchets électroniques. La création du prototype a pris plusieurs mois. Le produit final est déjà en mesure d'imprimer des contenants et autres articles ménagers utiles. Hightech, c'est fini. Nous allons vous donner rendez-vous dimanche prochain pour encore plus de nouveautés technologiques. Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens et s'il vous plaît, ma part du Ngala.